Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'invité du direct, votre émission préférée d'économie, pour parler d'agriculture avec Aïssa Mansour. Aïssa Mansour, bonjour. Bienvenue à Radio M. Vous êtes expert consultant en agriculture et conseiller en exportation. Vous intervenez souvent sur les plateaux, sur les questions de l'agriculture. Vous êtes aussi un des intervenants, un des collaborateurs qui interviennent de temps en temps avec des contributions sur Maghreb émergent, notamment sur l'agriculture. Oui. Votre sujet de prédilection, si nous parlons d'agriculture aujourd'hui, c'est parce que c'est un thème qui est revenu dans l'actualité ces dernières semaines, notamment avec le CIPSA, le salon de l'élevage et de l'agroéquipement. Vous avez visité ce salon en tant que conseiller intéressé par la filière, et vous dites qu'il se passe des choses, il y a des produits encourageants. Oui. Nous sommes peut-être au début de l'émergence d'une filière qui peut sortir du lot. Oui, bien sûr. J'ai visité la dernière édition du CIPSA. Il y a des choses vraiment très très encourageantes. Il y a des produits qui sont très très bien présentés et qui peuvent faire objet d'exportation. Mais en l'absence de certification et de labellisation, ces produits-là ne peuvent pas franchir les frontières nationales. Alors, il s'agit de quels produits déjà? Non, par exemple, l'huile d'olive. Ou il y a aussi les produits les sous-produits des figues. J'ai vu des sous-produits de figues de Barbarie. C'est la première fois que je vois ça, des jus qui ont été traités. Oui, c'est quelque chose c'est des produits de qualité, de visu. Hein. De visu, bien sûr. Qui sont bien présentés. Ils sont bien présentés avec un conditionnement adéquat, un emballage excellent. Donc, ce sont des produits qui peuvent vraiment faire objet d'exportation. Mais en l'absence de labellisation et de certification, ça reste toujours des produits qui ne peuvent pas aller au-delà de nos frontières. Est-ce que c'est le seul obstacle, la certification et la labellisation? Est-ce que les volumes produits ne restent pas des volumes? Non, oui. Bon. La labellisation, oui, c'est un problème. Mais comme vous dites, il y a aussi le problème des quantités. Parce que normalement, on doit produire avec des quantités suffisantes pour pouvoir, comment dirais-je, avoir des contrats à long terme. Et garantir l'approvisionnement. Bien sûr, il faut assurer la pérennité. Parce que l'exportation, on ne peut pas faire une opération d'exportation puis on se retire. On aura une mauvaise réputation. Donc, on doit avoir un produit en qualité, en quantité d'abord et en qualité. Et il faut assurer, surtout assurer la pérennité des opérations d'exportation. Sinon, on peut pas réussir. Qui sont les acteurs de ces nouveaux produits que vous avez appréciés pendant le CIPSA? Ce sont des petites exploitations, oui, ce sont plutôt des industriels qui ont été vers l'agriculture. Quel profil? Il y a des agriculteurs, il y a des industriels. Oui, qui sont allés vers l'amont agricole pour conditionner les produits de l'amont. Oui. Donc, il est impératif de lier l'amont agricole avec l'aval industriel pour promouvoir l'exportation de ces produits-là. Il est impératif de lier, je répète, l'amont agricole à l'aval industriel. C'est impératif. D'ailleurs, normalement, je ne sais pas pourquoi nos responsables ou les pouvoirs publics ne peuvent pas, comment dirais-je, faire créer des agropoles. Des agropoles comme c'est le cas chez nos voisins. Oui, c'est très, 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 très important. C'est l'équivalent d'une technopole, mais appliquée à l'agriculture. Voilà, donc c'est très très important. C'est un lieu où on rencontre bien sûr ceux qui ont tous les acteurs d'une filière donnée. Je vous donne un exemple. Chez nos voisins au Maroc, ils ont un agropole spécial pour l'huile d'olive. Imaginez. Donc, il y a tous les intervenants, parce qu'un agropole, on peut le créer sur 10, 15, 20 hectares. Ce n'est pas un méga projet de 10 000 ou 20 000 hectares. Mais je vous assure, mais c'est impératif. Donc, on peut créer un agropole sur une surface de 50 hectares. C'est faisable. C'est comme on crée, par exemple, une zone industrielle.
Les clusters, il y a un cluster à Boisson, mais qui ne touche pas Non, le cluster, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Mais l'agropole, c'est pour un produit agricole surtout. C'est pour un produit agricole. Donc, je vous dis, par exemple, au Maroc, il y a un agropole spécialement pour l'huile d'olive. Là, on trouve tous les intervenants de la filière. Du vendeur des plants, la pépinière, jusqu'à la récolte, jusqu'à la transformation. Il y a tout dans un espace bien délimité. Donc, c'est un espace qui est aménagé par les pouvoirs publics et on les cède à des particuliers pour qu'ils implantent tout ce qui tourne autour de la filière. Alors vous êtes conseiller en exportation. En Algérie a exporté certains agrumes, certains produits maraîchers il y a quelques années, mais elle n'a pas encore réussi à se placer réellement comme un approvisionnement. Non, c'est petit. Ce qu'on a exporté comme produit agricole l'année passée, bon, d'après les statistiques, c'est 57 millions de dollars. 51 millions de dollars, c'est les dates. Donc, les autres produits, c'est 6 millions. Ils ne figurent même pas dans le tableau des statistiques du CNIS. On ne le trouve même pas. Donc, c'est des quantités très, très, très minimes. Bon, peut-être que ça peut être un début, oui, mais actuellement, on ne peut pas vraiment parler d'exportation de produits. On l'a dit déjà. On ne peut pas produire des quantités et aussi en l'absence de contrôle, en l'absence de certification, de labellisation, etc. Oui, c'est toute la chaîne. Donc, nos produits, même pour nous, consommateurs locaux, ils sont des produits inconnus. On ne sait pas d'où viennent ces produits. Comment peut-on l'exporter ? C'est ça. Donc, la traçabilité, il faut vraiment connaître la traçabilité du produit, de l'exploitation jusqu'au marché de gros ou bien jusqu'au consommateur final. Donc, on doit connaître cette chaîne-là. Actuellement, imaginez qu'on détecte, par exemple, un produit agricole infecté, par exemple. On ne peut pas surmonter pour trouver le producteur. C'est ça le problème. C'est ça le problème, puisque quand on va au marché de gros, par exemple, c'est les marchands, les mandataires, ils achètent en vrac. Ils achètent de plusieurs régions du pays, de Djelfa jusqu'à Steve, jusqu'à Boufarik, donc on mélange tout. Même s'il y a un produit avarié ou un produit qui n'est pas consommable, entre parenthèses, on ne peut pas remonter jusqu'au producteur pour pallier à ce problème-là. Voilà, ce sont des problèmes. Alors, sur le volet, pour rester sur un moment sur le volet exportation, parce qu'on est toujours sur CIPSA et sur les possibilités il y en a qui disent que les producteurs, sur certaines spéculations, n'ont pas intérêt à exporter parce que les prix sont plus rémunérateurs sur le marché local. Oui. On parlait d'huile d'olive, c'est déjà peut-être le cas déjà pour il n'y a pas que l'huile d'olive. On parle de la pomme de terre, par exemple, on dit que c'est un produit exportable, surtout celle de Ouedsouf. Mais quand on voit le prix sur le marché intérieur, il n'est pas vraiment compétitif. Il ne peut jamais être compétitif sur le marché extérieur. Quand on trouve la pomme de terre à 100 dinars, on ne peut pas l'exporter à 100 dinars. Moi, je trouve, quand tu cherches, par exemple, sur Google, sur le prix à l'international, tu trouves 10 kilos, avec 10 kilos ou 20 kilos à 0,1 €. Donc, c'est plus bénéfique de l'écouler sur le marché intérieur, oui. Et c'est vrai aussi pour les fruits. Sûr, oui, c'est pour tous les produits. Et moi, je me demande, pour les dates, aussi pour les dates, des fois ici, on ne le trouve pas, surtout à l'approche du mois de Ramadan, là, on le trouve à 600, 700, 800 dinars, le Deglet Nord. Donc, on ne peut pas l'exporter à ce prix-là. C'est pour cela, à chaque fois, moi, personnellement, je parle de la régulation du marché. Il est impératif de réguler le marché. Il faut réguler le marché et stabiliser les prix pour pouvoir exporter. Mais est-ce que c'est pas tout bêtement, on va redevenir un petit peu économiste à un moment donné, est-ce que c'est pas juste le jeu de l'offre et de la demande? Il n'y a pas une offre agricole qui est suffisante. C'est pas le cas. C'est le cercle de distribution. Je vous assure qu'en Algérie, la loi universelle de l'offre et de la demande, ça marche pas. Mais je vous assure, ce qui se passe vraiment dans nos marchés, je vous assure que, comment dirais-je, les experts économiques les plus avertis ne peuvent pas expliquer vraiment ce qui se passe. Quand tu trouves un produit dont le prix augmente de 200-300% en l'espace de 2-3 semaines, mais quelle explication peut-on donner si ce n'est que la spéculation? Exemple, la volaille. La volaille, la pomme de terre, la tomate. La volaille, je vous assure que vraiment, on ne peut pas vraiment expliquer ce qui se passe. De 220 dinars à 500 dinars le kilo. Mais comment peut-on expliquer ça? Parce que les productions sont saisonnières. On dit que pendant l'été, il y a un taux de mortalité trop important. Il y a beaucoup de gens qui... Chauffe. À chaque fois, on donne des explications.
des fois on donne des explications qui ne collent pas. On dit des fois, c'est les précipitations. Par exemple, pour les produits agricoles, on dit c'est les précipitations. On ne peut pas faire la cueillette, par exemple, faire là. Mais c'est aberrant. Est-ce que nous, on consomme ce qu'on récolte le jour même? Mais c'est aberrant quand même. Pendant l'été, l'année passée, par exemple, on a accusé les feux de forêt et tout ça. Mais c'est aberrant, ça. Qu'est-ce qu'il y a les feux de forêt pour la production agricole? Non, on ne produit pas dans les forêts ou dans les montagnes. Mais il faut appeler un chat un chat. C'est les spéculateurs qui dominent le marché. Et qui peuvent faire varier les prix. Et c'est eux qui imposent leur dictat. Et c'est eux qui approvisionnent le marché. Monsieur Aïssa Mansour, vous êtes, en tant qu'expert, consultant en agriculture, aujourd'hui convaincu que sur certaines spéculations, l'offre est suffisante et qu'elle ne devrait pas donner lieu à des augmentations aussi importantes de prix. Très bonne question. 10 fois. Personnellement, moi, je doute des chiffres officiels qu'on donne sur la production. On peut citer un exemple tout de suite. Hein? Le blé, c'est 600 millions de quintaux. Non, c'est pas le blé. On peut citer tout de suite le chiffre du blé. Est-ce que je me suis trompé sur le chiffre? 60 millions de quintaux. Oui. Est-ce que vous pensez sérieusement que l'Algérie a produit en 2018 60 millions de quintaux? On va pouvoir le vérifier avec cette histoire d'importation. Moi, parce que c'est vous qui avez évoqué le problème des prix. Hein. Oui, des quantités. Oui, moi, je m'inquiète surtout de ce stockage. En principe, on n'a pas les moyens de stocker. On a les moyens pour stocker pas plus de 33 millions de quintaux. Maximum. 33 millions. Donc si on en produit 60 millions, on devrait en stocker dans ce studio. Mais il ne faut pas oublier aussi, si on a produit 60 millions, on n'a collecté que 27%. Eh mais oui. Le reste, c'est du fourrage qui va rester sur... Je ne sais pas. Pourquoi? Oui, c'est comme ça, oui, la collecte. C'est comme ça. C'est pas un gisement de pétrole, là. On récupère taux de récupération de Hassim Saoud. C'est collecté par l'OIC, pas par l'Office. Parce que, moi, je me demande... Non, ça, c'est la partie qui passe dans le circuit de distribution officiel. Oui. Mais l'autre partie, elle est gardée par les exploitants. Non, c'est pas 27%, 27 millions, pardon. C'est pas 27%, c'est 27 millions. Donc, c'est même pas la moitié. Donc, je me demande... C'est ça le vrai chiffre. Oui, l'autre moitié, est-ce que c'est l'agriculture qui la garde chez lui? C'est pas possible parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, je pense, on a produit une telle quantité... C'est la majorité, en fait, c'est la plus grande majorité qui sera hors du circuit de consommation. Je ne sais pas, parce que... Donc le chiffre pose problème. 60 millions, oui, ça paraît exagéré. Même si c'est vrai. On n'a rien fait comme programme, on n'a rien fait comme effort. C'est dû aux précipitations. Il n'y a pas C'était une bonne année, oui. Oui, c'est une bonne année, les précipitations. Et il ne faut pas oublier, parce que les responsables disent que c'est la première fois. Ce n'est pas la première fois. En 2009, on a récolté plus, 62 millions de quintaux. Officiellement, oui. D'accord. Mais c'est toujours, quel que soit, même à 60 millions de quintaux, on produit peu. Alors là, je voudrais m'arrêter un instant pour... en tant qu'expert, vous demandez si depuis 2009, 2010, 2011, on a réussi à améliorer les itinéraires techniques, notamment pour le blé dur. Je me rappelle que Amour Ben Amour avait organisé un séminaire à Annaba, je crois que c'était en 2011, en réunissant tous les acteurs de la filière pour essayer d'implémenter les meilleures pratiques qui permettaient d'avoir des rendements de 60 quintaux l'hectare comme ça se passe ailleurs. Il y a d'ailleurs le club des 50. Absolument. De ceux qui produisent plus de 50. Plus de 50, voilà. Donc, alors, est-ce que de ce côté-là, il y a eu un progrès qui fasse qu'aujourd'hui, on peut parler de succès, comme il y a eu un succès pour la tomate? Parce que dans la tomate industrielle a décollé parce qu'on a réussi à implémenter justement ces itinéraires techniques. Mais pour la tomate aussi, il y avait un grand problème l'année passée. Il y avait des grandes quantités qui ont été jetées. Oui, c'est ce que j'appelle. Oui, ça c'est. Il n'y a pas de transformation. Oui. Pour le blé, il y avait, je pense, le temps de M. Ferrochi, je pense, il y avait. Je confirme. Oui, il y avait une vision, comment dirais-je, claire et prospective. Voilà. C'est pour impliquer ces transformateurs-là dans la production. C'est très bien. Si on arrive vraiment à trouver la règle correcte pour impliquer ces transformateurs-là dans la production,
en leur concédant des terres agricoles, et on leur faire. Il y a toujours un moyen de le faire. C'est très très bien. C'est très bien parce que lui, le producteur lui-même, le transformateur, il va se soucier même de la qualité. Comme vous disiez, pour l'itinéraire technique, il doit vraiment respecter l'itinéraire technique pour avoir le rendement de 60 quintaux à l'hectare. Voilà, donc c'est... Allez, Mansour, on va s'arrêter maintenant un moment sur le bilan du secteur de l'agriculture. Nous, on a tendance en tant qu'économistes à comparer quand on a eu le contre-choc pétrolier dans 86, 88, 90 qui a débouché sur... des difficultés, cessation de paiement, etc. Oui. La situation de l'agriculture n'était pas bonne. On avait des rendements très faibles et la quantité, on était étranglé par les importations. Aujourd'hui, on a le sentiment que dans le contre-choc pétrolier de ces dernières années, 2014 jusqu'à aujourd'hui, on est soulagé quand même par le fait que l'agriculture se porte plutôt bien mieux, pour être prudent, que dans les années 80 en termes de production, sachant que le nombre d'Algériens s'est multiplié par 2,5 depuis 88-90. Alors, vous dites dans un de vos papiers qui est signé comme ça, autopsie d'un échec, en parlant du PNDA, du Plan National de Développement Agricole. Est-ce que c'est vraiment un échec et pourquoi c'est un échec, le PNDA? Je ne peux pas vous dire que c'est un échec à 100%. Je ne peux pas le dire, mais c'était un échec. Quand on voit les budgets alloués à tous ces programmes qui ont été initiés sur le terrain, d'après les chiffres officiels et d'après le ministre, il dit qu'ils ont dépensé depuis 2000 33 000 milliards de dinars. Donc c'est 30 milliards de dollars. C'est un budget d'État. Normalement, avec ces dépenses-là, normalement, notre agriculture, actuellement, normalement, qu'elle soit dans un état vraiment très très développé et qu'on a atteint un certain niveau de développement avancé. Mais avec toutes ces dépenses, on est toujours dépendant. C'est ça le problème. Donc on est toujours dépendant. Pourquoi on n'a pas... On peut être d'accord pour dire qu'il y a des filières sur lesquelles il est difficile de ne pas être dépendant. Le lait, c'est difficile de ne pas rester. Non, le blé et le lait. Donc ces deux produits-là stratégiques, la facture a frôlé les 5 milliards de dollars en 2015, je pense. Donc c'est faramineux. Pourquoi on n'a pas utilisé ces dépenses-là? Par exemple, pourquoi on n'a pas voulu développer ces deux secteurs-là? Pourquoi? Je vous donne une confidence, je vous dis une confidence. Moi, je suis le fils du secteur et j'ai suivi le PNDA sur le terrain. On dit actuellement qu'on a atteint une certaine autosuffisance, surtout dans les produits maraîchers. Voilà. Donc les légumes et les fruits et tout ça. Mais je vous assure que ces produits maraîchers, ils n'ont reçu même pas un centime de soutien. Du PNDA? Oui, non, pas reçu, non, pas. Donc les cultures maraîchères, mais voilà, c'est ça. Là, on a dépensé de l'argent, ça n'a pas été développé. C'est ça le problème. Parce que dans les cultures maraîchères, qu'est-ce qu'on a soutenu? On a soutenu la tomate industrielle et la production de semences de la pomme de terre. C'est tout. On n'a pas soutenu les carottes, ou les courges, ou la salade, ou rien. Enfin, on ne soutient pas un type de produit. En règle générale, on soutient une exploitation avec son... Quand on soutient des sonda, c'est pour forêt. Oui, pour forêt. On sait pas, c'est pas lié directement. Non, c'est lié. Toujours. Oui, bien sûr. À ce qu'il va faire. Oui. Donc s'il fait du produit maraîcher, il ne bénéficie pas d'aide. Non, il ne bénéficie pas. Pourquoi? Parce que c'est forcément rémunérateur. C'est le programme. C'est le programme. Bon, ils ont soutenu le système d'irrigation. Oui, pour les céréales, c'est vrai. Ils ont soutenu. Mais le problème, c'est que on revient toujours au problème du non-respect de l'itinéraire technique. Parce que l'itinéraire technique du blé, s'il y a par exemple 6 opérations à faire, et moi comment dirais-je, je ferme les yeux sur 5 opérations et je fais uniquement l'irrigation, ça ne va pas donner de résultats. C'est ça le problème. Donc on n'a pas formé l'agriculteur. Il n'y avait pas assez de vulgarisation des techniques culturelles. C'est ça le problème. L'arboriculture aussi est un échec. Mais je vous dis, quand le nombre de plants qui ont été je vous assure, d'après les statistiques annuelles qu'on faisait à l'époque pour montrer que le programme marche bien et que ça réussit. Si, mais je n'ai pas de statistiques, il n'y a pas de statistiques vraiment. Parce que si on voit le nombre de plants
nombre d'exploitations qui ont été créées, arboricoles et oléicoles, des milliers de plants qui ont été plantés depuis 2000. Normalement, ils sont en pleine production actuellement. Dans le cas de l'oléiculture, c'est le cas. Non, c'est le cas, oui, bien sûr, mais où est le produit? Voilà le produit, l'huile d'olive. On est toujours, c'est un bien rare, c'est un produit rare. Actuellement, la bonne huile d'olive, c'est à 900 dinars le litre. Oui. Et voilà, donc c'est pas vraiment abondant. C'est ça. Donc, où sont-ils tous ces programmes-là? Où sont-ils tous ces vergers qui ont été financés? Je veux bien voir les vergers, on peut dire que les fruits, les marchés algériens sont achalandés en fruits. Ils sont chers, mais ils existent. Mais ils sont chers. Mais s'ils sont chers, ce que je veux dire, il n'y a pas une abondance. Il n'y a pas une abondance. Quand on trouve, par exemple, des fois, la saison passe sans qu'on peut aller acheter parce que ça ne descend pas suffisamment. Oui, bien sûr. Ça descend pas. Donc, quand on voit les oranges, des fois, ça descend pas de 100, 120 dinars le kilo. Donc, Qu'est-ce qui n'a pas exactement marché dans le PNDA? C'était géré de manière bureaucratique, on n'a pas orienté dans le... Au contraire. Au début, d'ailleurs, tout le monde s'est étonné avec de la facilité avec laquelle vraiment le programme a été appliqué. Je vous assure que il a vraiment échappé au rouage administratif. C'était vraiment décentralisé. C'était très, 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 très facile d'avoir un financement. Je vous donne un exemple. L'agriculteur se présente à la civilisation agricole au niveau de la Daïra, il a une demande d'adhésion au programme avec un montage financier et ni étude, ni suivi, ni rien du tout. Et c'est ça. Comment je peux financer la création d'une exploitation agricole? On a financé jusqu'à 7 milliards, 10 milliards de centimes, sans étude, aucune étude, aucun suivi. Comment peut-on attendre la réussite du programme? C'est pas possible. Je vous dis qu'on a donné de l'argent. On a donné de l'argent, oui, mais ce n'était pas pour développer. Des fois, tu doutes que c'était que c'était une façon de distribuer la rente. Que ce n'était pas vraiment un programme de développement, parce qu'un programme de développement... Non, c'est une façon de distribuer la rente, c'est clair. Mais on ne peut jamais gérer un programme de développement de la sorte. On ne peut jamais le gérer. Les nouvelles pistes aujourd'hui, pour ne pas arrêter complètement le soutien à l'agriculture, parce qu'elle en a toujours besoin, c'est de sélectionner des filières qui ont du potentiel, ou les filières qui sont essentielles, comme on vient de citer le blé, le lait. C'est quoi aujourd'hui la nouvelle orientation voilà. Mais je pense qu'actuellement, on n'a pas l'embellie financière déjà. Oui, voilà, donc déjà c'est un problème. Normalement, en Algérie, ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème d'idées. Je vous le dis sincèrement, c'est un problème d'hommes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas vraiment traduire les idées sur terrain comme programme. C'est ça. Il n'y a pas une volonté. Il n'y a pas de volonté. Quand tu vois, par exemple, la filière de céréales ou la filière de lait, on dirait qu'il n'y a pas vraiment une volonté de développer tous ces deux filières-là. Parce que c'est quand on voit que la dépendance ne cesse de s'accroître. Bien sûr. Alors, sur le plan institutionnel, est-ce que la réforme du statut des terres a apporté des résultats? Par exemple, depuis 2008, ça fait à peu près 14-15% des terres de la SAU, la surface agricole utile, les exploitations, les anciens domaines autogérés qui sont passés EAC puis EAI. Oui. Le fait qu'on puisse les privatiser en faisant en sorte que les exploitants peuvent ouvrir leur capital à des nouveaux entrants, est-ce que ça a amené une plus grande productivité, des moyens plus importants, et surtout est-ce que ça a amené du remembrement, parce qu'à un moment donné on disait que les exploitations avaient été démembrées, elles étaient devenues trop petites, et sur le plan de l'exploitation, de la rationalisation de l'investissement, notamment la mécanisation, c'était pas bon. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a un processus qui rend plus moderne l'agriculture algérienne avec ce nouveau statut des terres qui n'est pas appliqué de la même manière dans toutes les wilayas? Oui, bon, quand on voit le règlement des statuts juridiques des terres agricoles, on a appliqué une multitude de textes.
une multitude de textes, mais ça donne pas de résultats palpables sur le terrain. C'est vraiment... Parce qu'on ne sécurise pas l'investisseur. Oui, bien sûr, on ne sécurise pas. Et en plus, surtout pour les domaines qui relèvent du domaine public, il y a un laisser-aller flagrant. Il y a un laisser-aller flagrant. Moi, j'ai eu à visiter quelques domaines ou quelques exploitations qui est publiques, qui sont déjà parmi... Bon, pardon. On ne parle pas des domaines, des fermes agricoles pilotes, hein. On parle des EAC et des AIE. Oui. Parce que les fermes agricoles pilotes sont toujours restées domaine public. La restructuration n'a rien donné. N'a rien donné parce qu'il y a des exploitants qui ont vendu leurs terres à titre sans... Enfin, ils n'ont pas tout à fait le droit. Ils ont rétrocédé le droit de jouissance. Des jouissances. Il y a ceux qui l'ont transformé en bâtiment. Mais c'est ça, en l'absence d'un contrôle et en l'absence de textes vraiment rigoureux et vigoureux, et on ne peut pas attendre grand-chose de cela. Donc actuellement, on parle de la restitution, par exemple, des terres agricoles. On parle de la restitution de 300 000 hectares qui ont été concédés et qui n'ont pas été exploités. 300 000 hectares, c'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Imaginez que... Si on a pu travailler ces 300 000, non, ils vont donner vraiment. Elle se situe en général dans les hauts plateaux et au sud. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est tout le territoire national. On a donné des terres de Fettel dans les plaines du Tel. Le peu qui reste. Peu qui reste. Mais généralement, les grandes surfaces, c'est les hauts plateaux. Pourtant, la surface agricole utile en Algérie a quand même continué à croître en dépit de l'empiètement de l'urbanisme sur les terres agricoles. C'est 8,5 millions d'hectares. Versus 7 il y a 20 ans. C'est 8,5. Oui, c'était 7 millions il y a 20 ans. Donc on a continué à élargir la surface agricole. Mais c'est insuffisant quand même. C'est insuffisant si on veut vraiment accroître la production. De ces 8,5 millions d'hectares, il y a 3,5 millions qui sont consacrés aux céréales. Et donc, de ces 3,5 millions, il n'y a que 220 000 qui sont irrigués. Alors, comment veux-tu qu'on améliore les rendements? Mais c'est... Pourquoi on n'a pas 220 000 sur 3,5 millions. Oui, c'est tout. Normalement, il y a un programme dans le plan quinquennal. Normalement, on doit augmenter la surface de 1 million. Parce qu'en 2012, on a recensé 1 million de terres agricoles irriguées. Le programme de 2014-2019, normalement, on doit augmenter ces surfaces-là de 1 million. Bon, il y avait un programme, ils l'ont partagé entre le ministère de l'Agriculture et le ministère des Ressources en eau. Et jusqu'à l'année passée, jusqu'à cette année-là, il n'y a que 15% du programme qui a été réalisé. Donc de 1 million, ils n'ont réalisé que 150, de 200 000 maximum. Est-ce que c'est dû au fait que les ressources du PNDA se sont arrêtées? Ils ont expliqué la non-finalisation du programme, c'est par l'austérité. C'est ça? Oui. Mais normalement, on ne doit pas appliquer l'austérité et pour le secteur agricole. Chacun dit la même chose dans son secteur. Hein. Normalement, non. Le secteur agricole, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est la nourriture de la population quand même. C'est pas... Normalement, on doit l'épargner de toute politique d'austérité. Non, normalement. Alors, conséquence, blé russe ou blé français? Oui. Puisqu'on est toujours dépendant. Oui. Alors, je vois que c'est un faux débat, je vous assure. Hein, parce que moi, l'Algérie restera toujours dépendante. On achète le blé russe ou le blé français, c'est la même chose. Comme je l'ai dit dans un post Facebook, entre le blé français humide et voilà le blé russe punisé, puisque c'est connu pour le blé russe qu'il contient des impuretés et des punaises. Et les punaises qui en piquant le blé, elles altèrent la qualité. Voilà, donc, et même l'humidité, c'est la même chose. Donc, moi, l'Algérie, si je paye, annuellement, je paye $1 milliard pour me provisionner en blé tendre, en blé tendre. À quoi, pour moi, comme un simple citoyen, je ne vois pas sa prévision de la Russie ou de la France, c'est la même chose, puisque je paye. Dans tout ça, on est toujours dépendant. Alors,
les orientations, les nouvelles orientations de ces dernières années, on a eu à un moment donné on ne va pas lui donner un qualificatif, mais cette nouvelle direction des méga-projets, notamment dans les hauts plateaux et au sud, qui ont pu faire rêver les Algériens, notamment pour la production de blé et de lait. Voilà. Il y a eu les projets des Américains à Brézina, dans la wilaya de Bayad, les mêmes Américains à Adrar, donc dans le sud. Aujourd'hui, il semble que ça soit beaucoup plus compliqué. Vous faites partie des experts qui avaient désigné dès le départ le caractère un peu foireux, pour utiliser l'expression de notre ami Farhat Aitali, qui adore l'utiliser, de ces projets-là. Est-ce qu'on peut parler déjà d'échec? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos responsables veulent importer un modèle pour développer notre agriculture. On peut rappeler pour nos amis auditeurs la taille de ces projets-là, vous pouvez le faire, c'est... De 10 000 hectares. 10 000 hectares, 10 000 voilà. hectares, 10 000 Et en termes de têtes de bétail? Jusque de 10 000. Voilà. 10 000 vaches laitières pour les méga-projets. Une vache laitière par hectare. Moi, je ne comprends pas pourquoi nos responsables insistent sur le fait d'importer un modèle pour développer notre agriculture. Je ne vois pas pourquoi. C'est un modèle qui a échoué ailleurs. D'ailleurs, il y a même une expérience locale qui a échoué dans les années 90. La CAS, oui, c'est la coopérative agroalimentaire du Sud. Je ne sais pas si c'est... Adrar, oui. Adrar. Il y a même l'investisseur a réalisé même une unité de transformation de la tomate. C'est connu. Oui, c'est connu. Oui. Bon, il a travaillé sur 25 000 hectares. Il a fait des céréales, il a fait de la tomate. Il a travaillé pendant 5 ans. Puis, il a mis les clés sur le paillasson parce qu'il n'a pas pu produire. Parce que le produit-là, il n'a pas pu être rentable. Parce que les coûts d'exploitation sont exorbitants. Oui, pour produire le sud, c'est pas donné. C'est pas donné. Parce que les contraintes du climat et du sol. Donc le sol, il est pauvre. C'est un sol sablonneux. Pauvre, donc il faut amender. Il faut amender avec de grandes quantités d'engrais. Deuxièmement, la contrainte de la température, de la chaleur. Donc il faut irriguer H24. Tous les jours et à la longueur d'année. Donc c'est coûteux. C'est très très coûteux. Et cela, sans parler de l'utilisation abusive des ressources naturelles, qu'il faut préserver. Les gens disent qu'on a de l'eau, oui, on a de l'eau dans le sud, mais l'eau ne nous appartient pas à nous. Il faut penser aux générations futures. Et lorsqu'il s'agit de la vie d'une nation, 100 ans, c'est demain. Mais on peut faire des choses au sud. On voit la vallée de l'Oued. Personne n'aurait pensé que la vallée de l'Oued allait devenir une des toutes premières. Beskara d'abord, ensuite l'Oued. Mais à Beskara et l'Oued, il y a des exploitations de 20, 40, 50, 100 hectares. Mais les contraintes sont les mêmes. Non, les contraintes sont les mêmes, mais c'est maîtrisable. Les petites exploitations, la moyenne exploitation, c'est maîtrisable. Il n'y a pas une utilisation abusive des ressources. Je vous donne c'est pour les méga-projets. Quand moi, je cultive sur 10 000 hectares. Vous savez, 10 000 hectares, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas vraiment maîtrisable. 10 000 hectares, c'est 5 fois le domaine Bourjou. Actuellement, Boucher, oui. C'était 2000 hectares. Imaginez. Le plus grand colon français en Algérie avait 2000 hectares. Imaginez donc, les méga-projets, on les appelle, c'est l'agro-business. Et l'agro-business, qu'est-ce qu'il a comme but? C'est de produire et de gagner. Il n'a pas à se mêler d'autres choses. Mais on risque même de nous faire rentrer les OGM. Oui. Mais c'est tout à fait... Mais oui. Actuellement, le vrai défi de l'agriculture contemporaine, c'est de produire, c'est de nourrir la population et c'est de préserver les ressources naturelles. Ça ne veut pas dire que je produis plus, alors j'abuse des ressources naturelles. Non, parce qu'il y a le problème du changement climatique. Normalement, parce qu'on va subir les conséquences néfastes et fâcheuses de ce changement, même si on n'a pas contribué à le déclencher. Mais on va subir. Donc, qui dit changement climatique dit sécheresse. Et ça peut dire, il peut y avoir des cycles de sécheresse et des cycles de pluie abondantes. Hein. En général, le dérèglement, c'est les deux. Hein. Mais généralement, on parle de sécheresse. Parce que s'il y a des pluies abondantes, tant mieux. Mais s'il y a sécheresse,
même c'est toutes les régions qui vont ça dépend. Elle est plus abondante en fin juin, début juillet. Oui, fin juin, c'est pas une bonne nouvelle. Oui, bien sûr, non, oui. Les pluies qui ne tombent pas vraiment. C'est ce qui est arrivé cette année. Oui. Donc, les conséquences des changements climatiques, normalement, on doit y penser. Il ne faut pas se précipiter. Donc, le but, actuellement, ce n'est pas d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à n'importe quel prix. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment penser, il faut préserver les ressources naturelles. Aïssa Mansour, s'il y a des filières sur lesquelles les Algériens sont meilleurs, c'est sur ces filières-là qu'ils devraient se concentrer et ne pas chercher à développer à n'importe quel coût des filières qui sont plus performantes ailleurs. Chauffe. Actuellement, on parle d'autosuffisance dans les cultures maraîchères. On en a déjà parlé. Ce sont nos agriculteurs qui ont atteint ce résultat-là. Il n'y a pas de méga-projet là. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi ? À chaque fois, je me demande pourquoi les pays nos fournisseurs, en blé ou en poudre de lait, ils ne pratiquent pas ces méga-projets. Je me demande. Est-ce que... Peut-être qu'ils ont une rareté de la terre. Non. La Hollande, on ne peut pas trouver 10 000... Mais c'est pas que la Hollande. Même la France, on ne peut pas trouver 10 000 hectares, on ne peut pas les trouver comme ça. C'est pas 10 000, et dire 5 000. Il n'y a pas assez de pour les méga fermitières. Vous savez, la Chine, elle a opté pour ce modèle de méga ferme laitière de 10 000 vaches et plus. Ils ont renoncé ces dernières années. Ils n'ont pas pu gérer, les Chinois. Les Saoudiens aussi l'ont fait. Bon, non, c'est... pour les Saoudiens, ils ont même fait les méga projets le blé. On bat d'après 40 ans et lorsqu'ils ont comment dirais-je, ils ont quantifié l'eau souterraine et ils ont trouvé il ne reste que de très très petites quantités, alors que actuellement il est interdit dans tout le royaume de cultiver les céréales. Donc ce n'est pas, c'est un modèle dévastateur. Voilà. On n'a pas besoin de méga projets. Donc la stratégie, peu importe le promoteur, hein. Peu importe si c'est des Américains, ou des Français, ou des Anglais, ou même, comment dirais-je, un promoteur national. Ces méga-projets-là, ça ne marche pas. Je vous dis qu'il y a déjà une expérience qui a échoué. Maintenant, j'ai entendu le président du Conseil des affaires algéro-américain. Donc, il a ramené un groupe il y a 2 ans de ça. Ça n'a pas marché. Et récidive aussi, bon, je l'ai entendu hier qu'il parle, il a ramené d'autres promoteurs et d'autres investisseurs. Mais on lui a posé la question, pourquoi le projet Mornay de Brésil, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, il explique, il dit que c'est une question de bureaucratie et les tracteurs, ils ont fait 3 mois pour les faire sortir de la douane. En plus, que ces tracteurs-là sont dotés de GPS, donc il faut avoir des autorisations du ministère de la Défense, du ministère des Télécommunications et du ministère de je ne sais pas. Bon, ça c'est kafkaïen, mais c'est très algérien. Non, mais oui, bon, il dit que c'est la loi qu'il faut vraiment alléger tout ça. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il a changé de l'année passée à cette année-là? C'est toujours les mêmes pratiques. Et la même administration. S'il a échoué le premier, s'il a échoué à cause de la bureaucratie règne toujours. Pourquoi il ramène d'autres investisseurs? C'est le point d'interrogation là. Et il a aussi parlé des méga-fermes laitières. Il a dit que les Européens, ils n'ont pas tous ceux qui ont 200, 300, 400 vaches, ils sont comment dirais-je, ils ont fermé parce que c'est pas rentable. Mais c'est aberrant comme c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, bien sûr. Mais nos fournisseurs. Ce qui veut dire, c'est la taille la plus optimale, c'est plutôt celle-là. 200, 300, oui. C'est maîtrisable, c'est gérable. C'est ça. Pourquoi pour élever 10 000 vaches laitières? 10 000 vaches laitières, tu te rends compte? Oui, le sud. Donc, même avec les prix, je me demande, pour la vache laitière, je me demande, est-ce que le prix de revient du produit, est-ce que il doit être bénéfique quand on le vend, puisque c'est un prix administré. Donc actuellement l'éleveur algérien, il livre son produit à 50 dinars, donc il le cède à 36 dinars pour la literie. On lui donne 14 dinars de soutien de l'ONIL. Est-ce que
l'américain ou l'anglais ou le français ou le lidji bon qui vient produire du lait avec tous les dépenses exorbitantes, est-ce que le prix de 50 dinars lui est bénéfique, ou là est-ce que le trésor doit encore le soutenir pour avoir là, mais c'est ça il va avoir des coups de mais pression. bien sûr. Aïssa Mansour, expert consultant en agriculture, conseiller en exportation. On s'approche de la fin de cette discussion sur les perspectives de l'agriculture. Le modèle émergent, vous le voyez comment? De plus en plus d'industriels qui vont se pencher sur l'amont agricole. Par exemple, on voit avec Cevital qui essaye de faire de la trituration, qui essaie de reprendre des terres en amont. Il y a d'autres acteurs dans le lait, dans les... Oui, c'est le modèle qui... Oui, pourquoi pas? Oui. Non, je vous dis, le modèle qui nous convient à nous, actuellement, c'est les méga, les agropoles. C'est très important. Alors, pour des filières. Je ne vois pas, il y a, par exemple, pourquoi pas un agropole pomme de terre? Il y a un agropole pomme de terre au Cameroun. Pourquoi pas un agropole pomme de terre? Oued Souf. Je vous assure que j'ai rencontré un jeune dans un plateau de télévision il y a 2 ans de cela. C'est un producteur de pommes de terre. Il a pu décrocher un contrat avec les Espagnols pour exporter, parce qu'ils sont venus, ils ont vu le produit. Il n'a pas pu exporter. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas trouvé l'emballage adéquat. Je vous assure qu'il n'a pas trouvé l'emballage adéquat. Et bien là, c'est ça le problème. Dans un agropole, il règle ce problème en amont. Il n'y a aucun problème. Dans un agropole, il n'y aura normalement aucun problème. Même pour les formalités de douanières et tout ça, il y aura un guichet unique pour les assurances, pour le financement, pour la douane, tout. Le conseil, tout. Les unités de transformation, les unités de fabrication, de l'emballage, tout. Donc c'est facile, je vois que c'est facile à concrétiser ces produits-là. Ils ne demandent pas, bon, c'est une surface qui doit être aménagée par les pouvoirs publics et concédée à des privés avec des mesures incitatives, voilà. C'est faisable, Je ne vois pas pourquoi. On dit qu'on a... Non, quand on voit, par exemple, le ministère de l'Agriculture, il vous dit qu'on a 100 agropoles, ou la 100... comment ils les appellent? Mais comment ils les appellent comme les ça? zones d'activité. Non, pour les pôles agricoles. Voilà, mais ils disent des pôles agricoles, c'est en voyant la production. Pas la spécialité. Non, mais alors que ça rentre pas, filière. Ça rentre pas dans l'aspect industriel. Voilà. Absolument. Donc, normalement, c'est pas... pour me dire un pôle agricole, ça ne dit rien. Vous me dites, il y a un pôle agricole à Oulouette, un autre à Mascara. On va pas citer un défla de Abdelchef. On va pas citer un défla, on va parler de Mascara, voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est l'agropole. C'est un système qui a donné ses fruits dans beaucoup de pays. Aïssa Mansour, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.